Causerie nocturne sur la musique du présent. Ça, oui. Ok. Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez jusqu'au bout? Ok, super. Alors, bonsoir, je suis un peu intimidé de parler devant autant de personnes. Mais voilà, je vais juste vous présenter un peu la soirée de ce soir. Alors ici, vous êtes aux causeries nocturnes sur la musique du présent. C'est un espace de réflexion critique qui a été créé en fait il y a 1 an par des élèves du Conservatoire de Paris, qui a pour but de créer un espace de réflexion et de discussion critique sur les pratiques artistiques avec des invités extérieurs au Conservatoire. On invite successivement, disons, des intellectuels puis des artistes. Donc on a quelques remerciements, Louis qui sonorise, le BDE qui nous offre un petit coup à boire après, auquel vous êtes chaleureusement invités à rester. Ce sera là-bas, juste au bar derrière. Et puis tous ceux qui nous ont aidés à préparer les questions, à installer les chaises, etc. Un petit mot, c'est un peu les affaires internes, mais il y a des petits rigolos qui se sont amusés sur les affiches des causeries, voire même qui ont mis des insultes. Donc on se sent obligé un peu de dire quelque chose. Alors déjà, on espère que vous êtes là et que vous allez prendre le micro, puisque le principe de la soirée, c'est que vous pouvez intervenir quand vous voulez, vous levez la main, et il y a un micro sans fil qu'on vous fera passer. Voilà, si vous avez une question, pas besoin d'attendre le traditionnel temps de questions. Voilà, vous pouvez prendre la parole dès que vous avez envie. Et puis, voilà, pour ceux qui ont mis des insultes sur les affiches, on a une boîte mail qui s'appelle causerie@cnsmdp.fr si vous voulez créer la controverse avec des arguments un peu plus appuyés. Et enfin, si vous voulez créer votre propre espace de réflexion et inviter Éric Zemmour, et ben vous voyez ça avec la direction. Merci. Merci Rémi. Ah. Vous entendez? On entend? Est-ce qu'on entend? Non, est-ce que ça marche? Ça fonctionne? Tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1. Oui, oui. Vous entendez? Bon, non, avec celui-là ça marche. Ok. Donc ce soir, comme vous le savez, puisque vous êtes venus aussi nombreux, on invite Geoffroy de la Gannerie. Bienvenue à toi. Et donc Geoffroy, si j'ai bien compris, tu me corrigeras, mais ton travail, il porte en grande partie sur les institutions. D'une part, les institutions du jugement, l'état pénal, et d'autre part, c'est ce qui va nous intéresser ce soir, les institutions de la création, qu'elle soit la création du savoir ou la création culturelle, artistique. Alors, en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter un peu ton parcours et particulièrement la spécificité de ton poste que tu occupes actuellement à l'école d'art de Cergy. Bien, bonjour. Ah bah ça marche. Bonjour. Ah si, ça marche. Bien, bonjour à tous, moi je suis très heureux d'être ici, je remercie beaucoup Rémi et Georges pour cette invitation. En plus je suis très content parce que de fait depuis quelques années, par les engagements ou par les écrits politiques, une grande partie de mes interventions publiques portent plutôt sur la question pénale, la question répressive, la question policière, la question politique. Et il y a toute cette partie de mon travail, de ma réflexion qui s'articule à celle-ci, qui est la question de l'art, de la culture, de l'université, qui est parfois un peu mise de côté. Donc je suis très content d'avoir l'occasion ici d'avoir une discussion sur cet aspect de mon travail, qui à mon avis est tout à fait fondamental d'ailleurs d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue théorique, enfin intellectuel. Alors mon parcours, moi j'ai un parcours classique de la bourgeoisie culturelle parisienne, c'est-à-dire les classes préparatoires, l'agrégation, normale sup, etc., la doctorat. La spécificité par rapport à un académique traditionnel, c'est d'avoir trouvé un poste dans une école d'art. Moi, j'enseigne depuis 5 ans maintenant à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, où pas mal d'anciens étudiants d'ailleurs sont là. Donc, il y a une école où moi j'occupe un poste qu'on appelle dans les écoles d'art de théorie, c'est-à-dire où la fonction est de présenter aux étudiants les grands problèmes de la théorie contemporaine. Donc, l'objectif n'est pas du tout de faire des cours de théorie de l'art. Moi, je ne suis pas un théoricien de l'art et j'y connais pas grand-chose en fait, mais de leur présenter ce qui s'invente aujourd'hui dans le domaine de la théorie et que eux après puissent s'en servir dans leur propre domaine d'une manière qui résonne en eux. Donc, moi, j'ai pu faire des cours sur la peine de mort, par exemple, sur la psychanalyse, sur le pouvoir après Foucault, des choses comme ça. Alors, je dis une chose qui me semble
Pourquoi est-ce que la question des institutions m'a intéressé très vite? Et en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur la thèse. C'est-à-dire, j'ai fait une thèse sur les conditions de la production intellectuelle à l'université, qui est parue sous le titre Logique de la création, et qui est une réflexion sur les antagonismes entre les conditions d'invention de pensée inédite et les cadres de la socialisation universitaire, qui, je crois, s'appliquent aussi au monde de l'art et au monde de la danse et au monde de la peinture. Un texte qui m'a beaucoup plu, on pourra en reparler, c'est le texte de Bourdieu sur Manet. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'inventer une peinture en dehors des cadres académiques. Mais alors moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, si vous voulez, c'est l'écart extrêmement grand qu'il y a entre les dispositions sociales ou politiques des gens qui se présentent comme chercheurs, c'est-à-dire par exemple qui peuvent être très engagés dans le mouvement social, qui peuvent prendre des positions contre le capitalisme, contre les néolibéralismes, l'État pénal, etc., mais qui sont très souvent en même temps très conformistes dans leur champ. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'habitus clivé où rien n'est assez radical politiquement, qui vont pouvoir signer des pétitions contre Trump, contre Salvini, contre Macron, etc. Mais quand c'est dans leur espace à eux, être des praticiens et des théoriciens en fait, de l'ordre, de la discipline, de l'obéissance, du conformisme, et qu'il y a dans l'université, je pense dans beaucoup de champs, une tendance à la scission subjective entre les habitus politiques et les habitus spécifiques, c'est-à-dire entre la manière de se subjectiver comme citoyen ou comme engagé, et la manière de faire fonctionner ces pratiques spécifiques, que ce soit la photo, la danse, la musique. Et cette scission, elle me présente un problème pour moi majeur, à savoir, alors il y a une très très belle catégorie de Pierre, je passe pas trop de temps, mais il y a une très belle catégorie de Pierre Bourdieu qui s'appelle le courage spécifique, et qui je pense est une notion importante, où Pierre Bourdieu disait être courageux, c'est pas faire des proclamations vides qui coûtent rien. Signer des pétitions pour les migrants, par exemple, moi je le fais, hein, mais en même temps ça me coûte rien, je suis pas courageux et même je serais applaudi par tout le monde pour le faire, pour que ce soit clair. Voilà. Donc c'est une position qui m'est prescrite. Ça c'est du courage général, etc. Par contre, dans son champ, affronter un pouvoir spécifique, c'est-à-dire le voisin de bureau, le directeur d'école, l'éditeur, etc., ça c'est du courage. Parce que ça peut coûter quelque chose, et ça engage une confrontation réelle. Et donc Bourdieu dit, le vrai courage, c'est le courage spécifique. C'est la capacité à affronter les pouvoirs objectifs dans son champ, dont on peut donc supporter des conséquences au fait de s'engager ou de prendre un certain nombre de positions. Et donc c'est vrai que moi j'ai pensé qu'il y a une nécessité éthique, quand on est artiste, quand on est écrivain, quand on est un chercheur intellectuel, à refuser de ratifier les dispositifs culturels tels qu'ils nous sont donnés, et à penser qu'être artiste, c'est quelque chose qui consiste à ratifier les dispositifs de l'art tels qu'ils sont offerts par les écoles ou par les institutions, ou être intellectuel, ou être photographe, enfin, peu importe, mais que c'est au contraire mettre au contact nos sentiments, nos affects politiques, comme une redéfinition des champs. C'est-à-dire comme une manière de réinterroger comment fonctionne l'art, comment fonctionne la culture, comment fonctionne le savoir, et donc essayer de faire une critique politique de la culture. Le premier chapitre de Penser dans un monde mauvais s'appelle « Faire comparaître la culture devant la politique ou devant la société ». Et donc voilà, je dirais que la trame qui anime tout ce dont on va parler ce soir, c'est essayer d'arrêter cette scission qu'on a tous en eux entre qu'est-ce qu'on sent politiquement et qu'est-ce qu'on fait dans notre champ, et comment partir de ce que l'on est politiquement pour réinterroger nos manières de pratiquer nos pratiques. Alors, pour aller un peu plus loin, du coup, tu as présenté ta critique un peu de l'université. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer ce que tu viens juste de dire, c'est de la projeter dans le monde de l'art. On voudrait que tu commentes une citation de ton livre de Logique de la création, qui concerne les conditions de création de savoir symbolique. Georges va vous lire la citation, mais il se trouve que quand on parle de ça, ici par exemple, on est dans un conservatoire et c'est peut-être une structure qui, dans son nom, porte l'ambiguïté de ce qui vient d'être énoncé. On peut fort bien imaginer une recherche parfaitement scientifique d'un point de vue épistémologique qui obéirait aux valeurs de création, de singularité et d'inspiration. C'est de cette manière qu'Albert Einstein décrivait ce qu'il faisait. Ou, à l'inverse, un monde artistique qui serait dominé par des valeurs de compétence, de maîtrise technique, de professionnalisation et de contrôle collectif. Pensons à l'art pompier, décrit par Pierre Bourdieu dans un article sur Édouard Manet, et la révolte des impressionnistes contre l'Académie des Beaux-Arts, dont il compare d'ailleurs explicitement le fonctionnement à celui du système universitaire et scolaire. En ce sens,
on comprend qu'il est possible de mettre en question l'une des représentations les plus répandues dans la sociologie de la culture, qui consiste à affirmer que l'art et la science seraient des phénomènes incomparables. Oui. Ben, en fait, ça vient d'un thème qui est très important dans la théorie de la culture et dans la théorie de la sociologie de la culture et la philosophie de l'art, qui consiste à penser que l'art et la science obéiraient à des régimes de production différents et que la manière dont fonctionne la science et la manière dont fonctionne l'art, ça ne serait pas la même chose. Et que se subjectiver comme artiste, ce serait différent que se subjectiver comme chercheur ou comme scientifique. Et beaucoup de sociologues ou de théoriciens de l'art font fonctionner cette distinction en pensant que très souvent, l'art a un rapport avec l'originalité, l'innovation, le créateur, l'individu, etc. À ça, et on oppose l'idée selon laquelle la science, ce serait beaucoup plus un régime du travail collectif, du travail en commun, de la reconnaissance par les pairs, de la dissolution de la figure de l'auteur. Et on a beaucoup cette opposition-là entre culture scientifique et culture artistique. Ça a été un des grands thèmes, par exemple, d'un historien allemand qui s'appelle Wolf Lepénis, qui a travaillé sur ces sujets-là. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que, en fait, quand on oppose, par exemple, la valeur de l'originalité à la valeur du travail en commun, on n'oppose pas l'art et la science. On oppose l'université à une culture non universitaire. Ou alors on oppose les institutions à une culture non institutionnelle. Et qu'en fait, tous les champs peuvent fonctionner de toutes les manières, et qu'on a connu des arts académiques, des arts professionnels, avec des titres, avec des agrégations, avec des reconnaissances purement collectives, et tout ce que Bourdieu décrit sur l'art pompier avant la révolution impressionniste fonctionne selon un modèle identique à celui des mathématiques aujourd'hui. Et à l'inverse, on voit chez des gens comme Einstein ou chez un grand épistémologue anarchiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Feyerabend, une réflexion sur la science comme pratique qui a pu être individualiste, anarchiste, autonome, dans le culte de l'originalité, dans la figure de l'auteur. Et que par contre, ce que j'essaie de dire en faisant ça, c'est que on a souvent des représentations des pratiques qui ne sont pas l'essence des pratiques, mais qui sont la manière dont les institutions ont fabriqué ces pratiques au cours de l'histoire. Et que très souvent, la manière dont nous héritons d'une certaine modèle de faire de la musique, ou de faire de la danse, ou de faire de la science, c'est pas tellement que c'est lié à la pratique en tant que telle, c'est que c'est lié à la manière dont des dispositifs institutionnels ont façonné ces pratiques, et que de ce point de vue-là, il y a une certaine forme de comment dire, de nécessité pour moi de produire une forme de différence entre ce qui est institutionnel et ce qui est réel en quelque sorte. Je veux dire que alors, en l'occurrence, dans le domaine de l'art, il y a quand même une critique très forte des institutions académiques ou des institutions des conservatoires, des écoles, comme étant contradictoires avec l'idée d'art ou l'idée de littérature. Par exemple, il n'y a pas d'école de littérature en France. Bon, il n'y a pas de diplôme de littérature. Il y en a quelques-uns maintenant à Paris 8. Comme il y a des diplômes de musique, des diplômes de danse ou des diplômes de sciences. C'est-à-dire que c'est une culture qui a un peu résisté à l'académisation. Et je crois, moi, que si jamais on veut faire une critique des institutions, mon objectif, il est de montrer qu'en fait, il y a une certaine forme d'antagonisme entre une certaine culture de la création et la captation institutionnelle des pratiques. Voilà. Que les institutions, dans leur fonctionnement ordinaire, dans leur manière d'ordonner les pratiques, dans leur manière de les évaluer, de les hiérarchiser, façonnent une image triste en fait, des pratiques, une image maudite, qui empêche la production ou de nouveaux savoirs ou de nouvelles arts. Alors, il y a un principe épistémologique dans mon œuvre, et dans Penser dans un monde mauvais, sur lequel je réfléchis un peu de façon critique aujourd'hui, qui est un monisme. C'est-à-dire, moi, je pense que la science, l'art, ça fonctionne pareil. Voilà. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse dire que ce sont des régimes discursifs différents et qu'on doit pouvoir poser les mêmes questions à un scientifique et à un artiste, et que il n'est pas vrai que ce sont des cultures antagonistes. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de rapports entre intellectuels et musiciens, entre intellectuels et scientifiques. Et donc, on voit qu'on peut très bien établir une organisation des pratiques qui est indépendante de la question de leur captation institutionnelle. Alors, justement, dans Penser dans un monde mauvais, à un moment, tu mets en avant le fait que pour toi, il n'y a pas de valeur inconditionnelle de l'art, ou même du coup du savoir. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en arrives
à cette idée-là, et peut-être du coup nous apporter des éclaircissements sur ce que peut être l'autonomie d'un chant. Oui, je pense que ça c'est vraiment très important et peut-être c'est l'endroit le plus dur à assumer, mais qu'il faut assumer. Moi, je déteste le culte de la culture. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à la culture. Voilà. Et je pense que la musique, la danse, la photo, la science, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Et que l'idée selon laquelle dans les sociétés, il y a une forme de valeur, intrinsèque des pratiques culturelles qui mériteraient d'être défendues et financées est une folie. De ce point de vue-là, moi, j'ai aucun fétichisme de la culture. Et quand les gens vont me dire des phrases comme « la culture, c'est ce qui nous rassemble »,« la culture, c'est ce qui crée du commun »,« la culture, c'est l'endroit où l'homme s'accomplit », tout ça, moi, j'ai envie de tout casser quand j'entends ça. D'accord ? Pour moi, c'est la honte. Je pense qu'il y a un grand mythe de la valeur intrinsèque des pratiques culturelles. Que faire un ballet ou faire un opéra, ce serait toujours bon à faire et qu'il faudrait toujours financer ce genre de pratique et que si on diminue le financement de l'opéra de Paris, de toute façon tout le monde dit c'est la fin de la culture, etc. Bon, moi, il y a un fin d'un certain type de culture qui me va très bien et je ne pleurerai jamais pour la disparition d'un certain type de pratique. Et donc effectivement, le principe du livre, il est de dire il faut rompre avec tout fétichisme et croyance dans les valeurs autonomes de ce que nous faisons et que nous devons donc nous poser la question de la valeur politique de l'art. En gros, la base du livre, il est de dire, c'est ça que s'appelle penser dans un monde mauvais, c'est que le monde dans lequel nous vivons est mauvais, c'est-à-dire le monde est traversé par des systèmes de pouvoir, de domination. Quand on vient ici, on voit des clochards, on voit des mendiants, on voit des gens dans la rue, on voit des gens qui n'ont pas de pied, on voit des choses comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire faire de la musique quand des gens dorment dehors ? Voilà. Moi, je pense que ça, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on va jouer quelque chose devant 10 personnes, ou devant 100 personnes, ou devant Macron, et qu'en même temps, il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée. Pour moi, ça, c'est une interpellation éthique à laquelle personne ne peut échapper, et je pense que le mythe de l'autonomie de la culture, c'est la manière dont la culture nous fournit des instruments pour nous donner bonne conscience, donc pour ne pas avoir à assumer l'interpellation éthique que représente la mauvaiseté du monde par rapport à nos pratiques. Donc ça, je pense que c'est un enjeu pour moi très important, c'est-à-dire que nous devons, quand nous sommes producteurs de biens symboliques, assumer le fait que si nous produisons, nous nous engageons. Moi, j'ai une position anarchiste, c'est-à-dire que je pense que personne n'est obligé de s'engager. On n'est pas responsable du monde, on n'est pas responsable d'être né, on n'est pas responsable de ce qui est présent, et donc on n'a pas de responsabilité ontologique envers le monde, qui était la grande théorie de Sartre, à laquelle moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit engagé en tant qu'homme. Et on a un certain droit au retrait, un certain droit à la différence et à l'apathie de ce point de vue-là. Mais par contre, une fois qu'on a décidé de faire des pratiques culturelles, c'est-à-dire de participer à la production du monde, de faire circuler des signifiants, de faire circuler des pratiques, etc., on s'engage. On est pris dans le système de l'engagement, on est pris dans le système qui va façonner la manière dont s'organisent les injustices, les pouvoirs, et donc on est engagé. On ne peut plus se retirer. C'est la raison pour laquelle je dis dans le livre que, en fait, il faut concevoir l'engagement comme la norme, c'est-à-dire nous sommes tous engagés, et puis il y a des gens qui vont, eux, se définir contre l'engagement, c'est-à-dire se neutraliser. Et moi, j'appelle la théorie de l'art autonome ou de la valeur intrinsèque de la culture comme un engagement contre l'engagement. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas définir les engagés par rapport aux neutres, mais il faut définir les neutres comme étant doublement engagés, c'est-à-dire engagés contre l'engagement, et c'est eux les plus engagés, en fait. Le fait d'être très radical, c'est seulement être normal, d'accord ? C'est seulement être assumer ce qu'on est. Alors, dire qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque de la culture, ça veut dire effectivement qu'on ne va pas fétichiser les livres, les concerts, et qu'on peut très bien imaginer qu'on brûle des livres, par exemple. Tu vois, moi, il y a des livres qu'on brûlerait, je pense que ce serait des acquis. Tu vois, ça ne me gênerait pas du tout. J'ai aucun rapport aux livres. Voilà. Un livre, ça vaut ce que ça produit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de valeur autonome ? Alors, il y a deux manières de le penser. La première, c'est dans les contenus. Ce qui donc là est un petit peu différent pour la musique, par exemple, la musique conceptuelle, ça. Mais quand tu fais de la littérature ou quand tu fais de la science sociale, il est évident que le choix des sujets, les modes de narration, les manières de problématiser t'engagent. Choisir de travailler sur un sujet plutôt qu'un autre, savoir de publier des savoirs plutôt que d'autres, c'est nécessairement un choix engagé. Mais il y a quelque chose d'encore plus important peut-être, et qui là concerne tous les producteurs de biens, qui est le fait qu'il n'y a pas d'art désengagé,
Parce qu'à partir du moment où nous nous construisons comme artistes, ou comme chercheurs, il y a déjà des dispositifs de la culture qui nous précèdent et qui font que si nous ne les interrogeons pas, nous les faisons fonctionner malgré nous. Ces dispositifs, c'est des dispositifs sociaux d'exclusion. Et moi, la base de cette réflexion, elle vient des textes de Pierre Bourdieu, notamment sur le musée. Il y a un très grand livre de Bourdieu qui s'appelle L'amour de l'art, qui est un livre sur le musée. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Et Bourdieu va dire les institutions, comme toutes les institutions, la prison, l'école, le musée, la salle de concert, elles ont des fonctions qu'il appelle patentes, officielles. C'est-à-dire elles se donnent à elles-mêmes des fonctions, par exemple faire écouter de la musique, ou expérimenter, ou exposer des œuvres. Bon, ça c'est la manière dont une institution raconte son histoire. Et à ça s'opposent les fonctions objectives, les fonctions réelles des institutions. Et Bourdieu va dire par exemple, un musée, ça ne sert pas du tout en fait à exposer des œuvres. Un musée, ça sert à marquer des frontières dans l'espace entre qui est digne d'accéder aux œuvres et qui se vit comme exclu de la pratique culturelle. C'est-à-dire qu'un musée, c'est une institution dont la fonction est de dire à des gens « c'est pas bien pour vous, c'est pas pour vous, vous êtes exclus, vous êtes indigne de la culture ». Donc la fonction objective quand on fait une exposition, c'est pas de montrer les œuvres, c'est de dire à des gens « t'es indigne, culturellement tu es indigne ». Ça, c'est la fonction objective. La chose qui, moi, m'interpelle et qui me semble importante, c'est que, et qu'il a aussi la grande idée de Bourdieu dans la distinction, c'est que dans les sociétés contemporaines, où il y a eu une certaine forme de diminution de la grande misère par l'intermédiaire de l'État social, notamment dans les années 40-60, la bourgeoisie a recomposé ses distances de classe par l'intermédiaire de l'école et de la culture. C'est-à-dire que l'instrument privilégié de l'exercice des distances sociales, de la légitimité, de l'aisance, c'est dans qui a accès à la culture ou qui n'y a pas accès. Et Bourdieu dit des choses assez justes. Il dit par exemple, on peut ne pas avoir forcément honte, par exemple, d'être un peu plus pauvre que quelqu'un. Mais par exemple, dans un dîner, on vous dit le nom d'un compositeur que vous ne connaissez pas, vous paniquez, quoi. Vous dites un peintre que vous prononçez mal le nom, vous avez l'air d'avoir fait une faute ontologique et que vous devenez tout rouge, etc. Donc ça veut dire que la culture exerce un effet d'intimidation, un effet de production de légitimité extrêmement puissante et qu'il est l'instrument essentiel de la production aujourd'hui des distances de classe. Il y a une très belle idée que dit Bourdieu, par exemple, dans L'amour de l'art, quand il dit, en fait, par exemple, quand vous interrogez les gens sur leur goût, sur leur pratique culturelle, ils vont jamais répondre la vérité. Ils vont jamais dire vraiment la musique qu'ils écoutent. Ils vont jamais dire vraiment les peintres qu'ils aiment. Ils vont dire ce qu'ils pensent être la réponse la plus proche de ce qu'il faut dire. Et donc il ne va pas leur coûter quelque chose statistiquement ou symboliquement. Et je le sais, je suis invité à la radio, on me demande des chansons, je ne mets jamais les chansons que j'écoute, tu vois. Je mets toujours Nina Simone, tu vois. Je ne mets pas Céline Dion, quoi. Donc, non mais voilà, donc ça dit quelque chose aussi des censures et de ce que c'est que l'image publique et ce qu'on écoute dans sa douche, quoi. Bon. Donc la culture est un instrument essentiel et structural aujourd'hui de la production des distances de classe, de la légitimité, de la liberté, de l'oppression. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un artiste qui produit une œuvre en disant « moi je suis désengagé, je fais juste des tableaux », mais dont les tableaux vont donc immédiatement être captés par les appareils idéologiques d'État de la culture, c'est-à-dire par une galerie, par Beaubourg, en fait il est engagé. Il est engagé dans la perpétuation des structures de la domination culturelle. Et on ne peut pas y échapper. À partir du moment où on produit, et on produit dans des dispositifs, si ces dispositifs nous précèdent et qui sont déjà sédimentés dans des formes sociales d'oppression, alors aucune œuvre n'est désengagée, mais une œuvre s'engage dans la perpétuation de ces dispositifs d'oppression. C'est pour ça que même pour un musicien le plus abstrait, même pour un peintre, même pour une danseuse, etc., cette question-là, elle est... elle est ontologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand je fais de l'art, si ce n'est en fait donner à la bourgeoisie un sentiment d'aisance et de plaisir d'être un bourgeois. Didier Ribon, dans Retour à Reims, qui est là, raconte par exemple, quand on va à l'opéra, moi je vais beaucoup à l'opéra avec lui, on voit toujours sur je ne sais pas si vous avez été à l'opéra déjà, à Paris, à la Philharmonie, bon, il dit toujours, sur les gens qui vont à l'opéra, on voit toujours un petit sourire. Les femmes ou les hommes d'ailleurs, ils sont comme ça, vous savez. Ils sont contents d'être là, contents de faire partie du monde qui va à l'opéra. Il y a une espèce de spectacle de la bourgeoisie qui s'admire comme « oh, nous, on n'est pas les barbares ». Bon, si vous faites un opéra qui s'inscrit dans les formes de la culture telle qu'elle existe, en fait, vous êtes en train d'alimenter ce sentiment des barbares et des cultivés. De ce point de vue-là, toute
théorie d'une autonomie de l'art est complice des structures de la domination sociale et on ne peut pas y échapper. C'est impossible d'y échapper, ou si on veut y échapper, c'est juste qu'on est complice ou on est un collabo. Donc, c'est pareil pour les chercheurs, hein. Exactement pareil pour les chercheurs. Je fais un petit mot sur l'université, par exemple. Moi, je suis très frappé que je suis souvent invité dans les universités américaines. J'y vais très peu parce que je déteste l'université américaine. C'est une université hyper, pour ceux qui y sont allés, hyper autarcique. C'est une université coupée du monde, dans laquelle, en gros, vont les fils de la grande bourgeoisie, les blancs. Et autour, c'est entouré de ghettos noirs et de paupérisés blancs qui vivent dans des caravanes. C'est ça le paysage aujourd'hui des universités américaines. Si vous allez à Yale, si vous allez à Harvard, c'est comme ça. Ces gens, les universitaires américains, ils ont l'air d'être très à l'aise. Et ils font des conférences devant 200 personnes contre Trump, en se faisant applaudir, devant des gens qui attendent qu'on dise ça. Et ils croient qu'ils ont fait de la résistance. Bon. Moi, une fois, j'avais dit, c'était à Berlin, flatter son public, c'est pas être contre Trump, c'est faire du Trump dans son champ. C'est du Trumpisme académique. C'est comme quand Trump va dire devant des ouvriers ce qu'ils veulent entendre pour se faire applaudir. C'est la même chose. C'est du Trumpisme. C'est du Trumpisme au sens où ça ratifie les dispositifs d'exclusion qui sont aussi l'une des responsabilités de l'élection de Trump, comme insurrection contre la culture. C'est-à-dire, si vous fabriquez un monde de la culture ou du savoir qui en fait est capté par des dispositifs d'exclusion, qui dit aux noirs, qui dit aux pauvres, qui dit aux blancs, ouvriers, c'est pas pour vous. Il y a des murs et vous êtes exclus. Et ben les gens vont dire, bah alors je suis contre la culture, je suis contre l'art, je suis contre la raison, et je vais voter pour les fake news, pour le fascisme, pour la destruction de la culture. Et la guerre, si on n'interroge pas le dispositif de l'Académie américaine, on le fait fonctionner un dispositif qui est responsable de Trump. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça me semble être effectivement le fait que un intellectuel, un chercheur, un savant a pour responsabilité d'interroger les dispositifs. C'est-à-dire pas dire des choses dans des dispositifs déjà là, mais produire des dispositifs nouveaux qui peuvent produire des nouvelles images de la connaissance ou de l'art et de nouveaux rapports au public. À propos de ces discours justement critiques que tu expliques qui vont dans le sens des rapports de domination, j'ai expliqué ici au début qu'on était dans un espace de réflexion critique, et dans ton livre « Penser dans un monde mauvais », tu substitues le terme critique à oppositionnel. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui. Alors ça concerne un peu spécifique. Ça va? Allô, allô. Allô. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? C'est parti. Oui, c'est par rapport à l'œuvre d'art qui est exclue. Enfin, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça, mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'exemple de justement Beaubourg, qui est un musée, et il a été commandité dans le but de faire un musée, donc on peut dire dans le but d'exclure, ou surtout, moi je trouve, de flatter ceux qui y rentrent, hein, ce que vous avez dit après avec l'opéra. Mais la structure même du bâtiment et comment il a été construit et conçu va à l'encontre. Bon, maintenant il est utilisé dans d'autres manières, mais la rue par exemple le dévers qui arrive, le fait qu'il soit traversé des deux côtés, qu'il était ouvert, que par exemple les escalators sont en extérieur, les circulations, l'espace à l'intérieur est aussi ouvert et sans être modulable. On peut, dans son exploitation maintenant avec les normes de sécurité, c'est plus le cas, mais c'était aussi on installe des cimaises quand on fait une exposition pour plus avoir accès à la ville, mais il y a comme une contradiction finalement entre la commande ou ce pourquoi il a été fait et sa structure de construction. Donc les architectes, les artistes en l'occurrence, ont eu une envie qui bouleversait cette idée d'exclusion, avec une envie faire partie de la ville. Et voilà, avec quel outil on peut traiter ces contradictions. Bah, c'est très juste, c'est très juste, et c'est une remarque très importante. Là encore, je vais m'appuyer sur si vous êtes abonné à l'INA ou si vous avez 2 €, il y a un petit documentaire que Bourdieu a fait sur le musée justement, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Le Musée peut-être, et qui est assez beau. Et il analyse une expérience qu'avait fait le Parti communiste dans les années 60, justement sur cette question de rapport aux œuvres d'art, en constatant donc que les ouvriers ne vont pas au musée. Et donc le Parti communiste avait installé des chapiteaux devant les usines pour qu'à la pause déjeuner, les ouvriers voient des œuvres. Et donc ils avaient fait c'était des reproductions évidemment.
avec des chapiteaux où les gens pouvaient voir des reproductions de l'art. Alors ce qui est très beau d'ailleurs de noter, c'est qu'au tout début, ils avaient mis de l'art contemporain. Ils avaient mis, je sais pas, Picasso, Guernica, des choses comme ça, des tubes quoi. Et les ouvriers s'étaient sentis insultés. Ils s'étaient sentis insultés parce qu'ils avaient dit comme si nous on n'avait pas le droit au vrai art. Ils avaient l'impression qu'on leur montrait des croûtes, ou qu'on leur montrait des trucs pas faits, ou des monochromes, etc. Ils disaient, nous, on n'a pas le droit aux poussins, aux dorures. C'était très étrange. Donc, le Parti communiste a fait une deuxième expérience et il a fait un musée pédagogique. C'est-à-dire un musée dans lequel il explique de Lascaux à Guernica l'histoire de la peinture, en gros. Et où il mettait là les grandes représentations, la Joconde, les Raphaël, etc., les Vénitiens, et les Titiens, etc. Et alors, là, ça a marché mieux. Ça marchait beaucoup mieux. Alors, il y a deux choses que Bourdieu dit sur ça. D'abord, il dit, il est très critique de ça déjà, parce qu'il dit que c'est de la magie sociale. Il dit que l'idée selon laquelle, quand on abolit les distances physiques, on abolit les distances culturelles, c'est de la magie sociale. C'est-à-dire que le rapport des ouvriers à l'art, c'est un rapport de disposition sociale. C'est-à-dire que le musée, par exemple, demande un certain type une disposition à l'écart à la nécessité, le prendre son temps, à faire des choses sans finalité, sans fonction. Et ça, c'est en contradiction avec l'habitus ouvrier qui est construit sur la finalité, sur on s'habille pour se chauffer et pas on s'habille pour être sexy, on mange pour se nourrir et pas on mange pour se divertir, etc. Donc il y a une contradiction ontologique entre l'habitus que demande la consommation d'œuvres d'art et l'habitus populaire. Et vous ne l'abolissez pas par une proximité physique, ça. C'est une frontière sociale qui demande en fait une transformation des structures sociales et des structures de l'art. Donc je dirais un peu pareil sur Beaubourg. Je dirais que c'est des gens qui n'ont pas lu Bourdieu. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils abolissent les frontières sociales en abolissant les frontières physiques. Mais on sait que c'est pas vrai. Par exemple, beaucoup de musées sont gratuits. Et on sait que ça ne change rien du tout à la fréquentation concrète, parce que ce n'est pas une question d'argent. Ça peut être les mêmes qui vont dépenser 600 € pour un concert de Céline Dion. Donc on sait très bien que ce n'est pas une question d'argent, que c'est une question comment dire, voilà, je l'ai dit, de frontières psychologiques, de frontières sociales. Ça m'amène à dire un truc en plus, c'est que Bourdieu dirait sans doute ça. D'ailleurs, il dirait que, à la limite, plus vous dites c'est accessible, plus vous excluez les gens en fait. C'est-à-dire que plus vous dites mais vous avez qu'à y aller, c'est ouvert, plus ça veut bien dire que vous êtes des nazes, vous êtes des barbares si vous ne rentrez pas, et plus ça produit le sentiment d'illégitimité. Bourdieu sur ça, il dit une chose assez belle. Enfin, je pense qu'on peut tirer disons ces analyses de choses. La première, c'est le fait que ce qu'on appelle l'art autonome, notamment l'art formel, n'est pas autonome, mais qu'en fait il est la transcription dans le domaine de l'art de l'habitus bourgeois. Vous savez, très souvent, on parle de la question qu'est-ce serait qu'un art qui serait autonome par rapport aux forces sociales. Un art qui ne serait pas un art bourgeois ou un art ouvrier, ou qui ne serait pas soumis aux demandes sociales. Qui est une question importante parce que de fait, on n'est pas non plus pour le Parti communiste qui va décider, ou moi, ce qui est un bon art, un mauvais art. On n'est pas pour ça. Donc ça veut dire qu'on essaie de réfléchir à des pratiques artistiques qui pourraient être autonomes par rapport aux intérêts politiques, aux demandes sociales directes. Et je pense qu'une chose que Bourdieu nous permet de penser, c'est que ce qu'on appelle l'art autonome aujourd'hui, c'est pas un art autonome des classes en fait. C'est un art qui transpose dans la pratique artistique les dispositions et l'éthique bourgeoise commune. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, la rupture avec la nécessité, la contemplation, prendre son temps, l'autonomie, le fait de faire des choses qui ont leur propre finalité. Et en fait, l'art pour l'art, c'est l'habitus bourgeois dans l'esthétique. De ce point de vue-là, on n'a pas encore vraiment inventé un art autonome. C'est-à-dire un art qui serait dégagé des habitus ou bourgeois ou populaires. Ça, je pense, c'est important. Et puis l'autre chose, c'est sur la pédagogie. Dans le théâtre, par exemple, très souvent, dans la littérature, l'une des choses qui est détestée, c'est la pédagogie. C'est un art didactique, il explique tout, oh là là, on se croirait à l'école, etc. Et on a un refus comme ça de l'art, comment dire, explicite, au nom d'une technique de l'euphémisation. Au nom, on va valoriser les gens qui disent pas tout, des gens qui disent sans dire, des gens qui masquent, etc. Ça, Bourdieu va vous dire, plus vous faites un art qui est fondé sur la dissimulation, plus vous intimidez les gens qui sont intimidés. Il y a une grande mythe dans les conservateurs de musées, par exemple, qui est de penser que plus ce sera libre, plus les gens vont venir. C'est-à-dire si c'est pas guidé, si c'est ouvert, s'il n'y a pas de contraintes, vous aurez plus d'ouvriers, vous aurez plus de gens des quartiers populaires, parce qu'ils vont se sentir moins pris en charge par l'institution. Et en fait, Bourdieu, il a une idée très belle, il dit c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus c'est fléché, plus vous explicitez, moins les gens sont perdus,
Parce que les gens sinon sont terrorisés, ils savent pas quoi faire, ils sont littéralement paniqués dans un musée. Et il y a des descriptions de Bourdieu sur des familles ouvrières qui se trouvent par hasard au Louvre et qui ont peur. Elles savent même pas où aller, elles voient pas de flèches, elles comprennent pas ce qui se passe. Enfin, et je pense que c'est très beau l'idée que dans l'art, on croit qu'on inclut quand en fait on exclut. C'est-à-dire on va définir des pratiques sur l'idée spontanéiste de moins c'est contraignant, plus ce sera ouvert, alors que moins c'est contraignant, plus c'est fermé, parce que plus c'est les gens qui connaissent déjà les codes, qui peuvent s'affranchir des codes et vivent le fait que c'est sans code, alors que si c'est codifié, si c'est comme l'école en fait, c'est important. Et donc ça revient tout de suite à la première question sur la question des institutions et de l'école. J'ai beaucoup critiqué l'université et les institutions, mais en même temps dans l'art, il n'y a rien de pire que la critique du scolaire, je pense. C'est-à-dire le mépris de l'école, le mépris d'apprendre, d'avoir des diplômes, etc. Parce que si jamais on fait fonctionner un monde de l'art qui n'est pas pédagogique, qui n'assume pas son rôle d'apprendre, je ne sais pas comment dire, on pense que c'est donné magiquement aux gens. Et donc, en fait, c'est ceux qui vont l'apprendre en dehors de l'école. Donc, c'est ceux qui vont être nés dans la culture. Donc, ça veut dire qu'il faut se méfier beaucoup dans nos idéologies d'une certaine haine du scolaire ou du pédagogique, qui est en fait une haine de ceux qui ne peuvent apprendre qu'à l'école ou qu'au musée. Ouais. Ce que tu dis là, je vais essayer de relier avec ce que Rémi a cherché à te demander tout à l'heure, c'est-à-dire, il disait que nous, on a cherché à développer un espace de réflexion critique et toi, dans ton œuvre, tu essaies de dépasser le concept de critique et tu proposes quelque chose d'oppositionnel. Pour que ce soit un peu plus concret, peut-être, je crois que c'est toi qui en parles de la résistable ascension de Arthur Howie de Brecht. Tu dis que quelque part la vérité est oppositionnelle, et donc par rapport à ce que tu dis, en quoi une pièce de théâtre comme celle de Brecht, qui montre des choses de façon assez claire, c'est-à-dire que le code est donné directement, le rapport à l'ascension d'Hitler, en quoi ça c'est oppositionnel, et est-ce que c'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, déjà, j'ai eu une idée de plus sur la réponse avant, donc je vais le faire et après je te réponds. C'est que très souvent, quand on réfléchit sur l'art et les publics, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup sur la question de l'accès. On réfléchit sur comment faire venir les gens au musée ou faire venir les gens à l'opéra. Donc on fait des passes culture, on fait des bus, etc. Je pense que ça, c'est un piège très important. Parce que si on réfléchit sur la question des publics, seulement sur la question de qui accède, en fait, on ne prend pas en compte le fait que le public est pratiquement prédéterminé par la forme de l'œuvre. C'est-à-dire que si vous construisez une œuvre qui nécessite pour être consommée un habitus bourgeois, en gros, c'est nécessaire que votre public sera un public bourgeois. Par conséquent, vous ne pouvez pas ensuite dire comment je vais faire venir des ouvriers. C'est-à-dire qu'il faut que la question du public précède la question de la production de l'œuvre et que dans son mode d'écriture, dans son mode de disposition, dans son dispositif même, elle sache que sa consommation ne nécessite pas un type d'habitus et un type de rapport au monde. Donc je veux dire, c'est que la question du public, c'est pas une question d'accès, c'est une question ça précède la question de la création. Voilà. Et que si jamais on se pose seulement la question en termes de comment faire accéder les publics aux œuvres, en fait, on n'a pas réglé la question des modes de production des œuvres. Alors, sur la question sur Arthur Howie et la pièce de Brecht, en fait, c'était une réflexion. Là, j'avais fait une conférence aux Beaux-Arts à Paris sur la question de la valeur de l'art. Et j'avais parlé de la question de... Bon, qu'est-ce que c'est que... Je parlais de la peinture ou de la littérature. Et qu'est-ce que c'est que le dilemme de l'artiste ? Et je disais, moi, que d'un point de vue de théorie générale ou de théorie politique générale, je pense que très souvent dans la théorie critique, on a pensé que le monde social fonctionnait à la méconnaissance, c'est-à-dire au fait que les gens ne savent pas la vérité ou sont dans l'illusion, et que par conséquent, on va produire des effets émancipateurs par des pratiques de connaissance. Donc c'est la grande théorie marxiste sur l'aliénation, c'est la théorie bourdieusienne sur la méconnaissance et la science, etc. Bon, qui suppose qu'en gros, la problématique de l'émancipation, c'est... ignorance, vérité. Et moi, je pense de plus en plus qu'en fait, c'est une grille d'analyse un peu fausse, à savoir que tout le monde connaît la vérité du monde. Tout le monde sait la domination masculine, la domination sur les transgenres, la domination sur les gays, les migrants qui se noient, les noirs en prison, tout le monde le sait. La vérité, elle est connue.
On ne connaît pas forcément tous les mécanismes, mais en gros, la vérité, on la connaît. Quand on va à un opéra, on sait qui y va, on sait qui n'y va pas. Enfin, personne n'est dupe. J'ai fait un livre sur l'état pénal, sur la justice, où j'ai fait une ethnographie des procès d'assises à Paris. Donc les procès d'assises, c'est ce qui juge les crimes, donc ce qui est passible de plus de 10 ans de prison. Donc les braquages, les viols, les meurtres, le terrorisme, etc. Bon, c'est très simple, aux assises, vous ne voyez que des Noirs, que des Arabes, que des pauvres, que des étrangers. Voilà. Vous voyez que ça. Donc les juges, ils le savent, qu'ils envoient en prison des classes sociales. Il y a un grand sociologue américain qui s'appelle David Garland qui dit aujourd'hui on n'incarcère pas des individus mais des groupes d'individus. En fait, on incarcère des modes d'existence liés à des groupes sociaux. Bon, mais ça les juges le savent, ils l'ont devant eux tous les jours. Donc la question n'est pas l'ignorance. La question c'est le mensonge. La question du monde social c'est comment est-ce qu'on invente des fictions pour ne pas se confronter à la vérité et pour continuer sa vie malgré tout. Donc en gros, moi ce que je pense, c'est que la droite, par exemple, ou d'autres types de théories, c'est des producteurs de mensonges. C'est des gens qui vont produire des choses fausses pour nous permettre de vivre avec bonne conscience et pour ignorer le pouvoir de la vérité. Donc le combat, il n'est pas entre ignorance et vérité, il est entre vérité et mensonge. Qui ment? Qui dit la vérité? Quand Macron dit on ne peut pas accueillir des migrants, il ment. C'est un menteur. Voilà. C'est un idéologue menteur qui cache une vérité parce qu'il ne veut pas assumer le pouvoir de la vérité. Donc à partir de ce moment-là, pour les artistes, la question, elle devient, si je définis ma pratique comme fiction, en gros dans la littérature ou dans les tableaux, produire des fictions, est-ce que je ne rajoute pas du mensonge au mensonge? C'est-à-dire, si jamais il est vrai que l'ordre social fonctionne à la production de fiction, à la production de narrations fausses, dans quelle mesure est-ce qu'un art fictionnel n'est pas un art qui veut nous faire échapper à la vérité, nous faire échapper à la réalité et nous faire un peu des moments de pause, de suspension, de bonne conscience pour ne pas nous confronter à la vérité. Et c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, une attitude éthique dans l'art, pour moi, c'était ce que j'appelais dans cette conférence un minimalisme fictionnel, c'est-à-dire de réduire la fiction au minimum. C'est-à-dire si la fiction sert à dire quelque chose, on s'en sert, mais le maximum, c'est plutôt aller le plus loin dans l'exploration de la vérité du monde. Je citais par exemple Annie Ernaux, qui disait que quand elle voit son père et qu'elle veut faire un livre sur son père ou sur sa mère, donc Annie Ernaux c'est une romancière française contemporaine, qui est une fille des catégories populaires, qui maintenant est donc écrivaine. Bon, elle dit devant ma mère, le roman est impossible. C'est-à-dire que dès que je recours à la fiction, j'embellis. Je ne dis pas un peu la vérité de la condition des femmes, de son corps, de la souffrance au travail, de la domination. Si je fais un roman, je trahis la vérité et je suis en train en fait de mentir sur la vérité des conditions de vie des classes populaires. Donc le roman est impossible. Donc je dois dire la vérité, ce qu'elle a appelé une écriture blanche, c'est-à-dire une écriture qui défait les éléments fictionnels dans la littérature. Et de ce point de vue-là, je pense que la pièce de Brecht, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, la Résistible Ascension de Arturo Hui, c'est une pièce sur l'ascension d'Hitler au pouvoir. C'est une exploration par Brecht de comment est-ce que ce bouffon d'Hitler a réussi à accéder au pouvoir, par quel mécanisme de terreur idéologique, etc. Il a pu réussir ce fait dramatique. Et en fait, il le fait sur un mode métaphorique, c'est-à-dire il transpose ça à Chicago, etc. Mais de temps en temps, il interrompt la pièce par des panneaux qui rappellent les faits historiques dont il vient d'être question sur un mode métaphorique. Donc il va parler de quelque chose et tout d'un coup il va dire en 1932, Hitler a négocié avec le chancelier autrichien, etc., etc. Donc il vient nous dire, en fait, je vous ai dit la vérité. Et ça, je pense que la manière de refuser que quand on consomme de l'art, on s'installe dans la fiction, qu'on s'installe dans le rêve, mais qu'on s'installe à la confrontation du monde et de ce qui s'est passé historiquement, bah ça c'est un art oppositionnel. C'est un art qui confronte le public à quelque chose. Alors Édouard Louis il parle beaucoup d'une littérature de confrontation par exemple, et je pense que ça c'est un théâtre de confrontation. C'est-à-dire c'est un théâtre où on peut plus, enfin je sais pas, on peut pas sortir de cette pièce de Brecht avec la bonne conscience où on est dans le sentiment de s'être diverti. On a été confronté à quelque chose de puissant, et donc il y a une manière là de faire fonctionner une critique du dispositif théâtral. Alors, je dis aussi une chose, hein, évidemment, il reprend aussi des codes du théâtre. C'est-à-dire que c'était la Comédie Française, et bon, le public était plutôt le public de la Comédie Française. Ce qui pose la question de qu'est-ce que c'est que, jusqu'où on va dans l'oppositionnalité, et qu'est-ce que c'est que le rapport qu'on doit entretenir aux institutions. Ça, peut-être qu'on peut en parler, je pense que c'est une question importante. J'ai vu qu'il y avait une question, peut-être qu'on peut la prendre et après j'enchaîne là-dessus. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez faire, mais je pense que ça c'est une question... Ça marche là, non? Ça marche pas. Si. Non, je voulais
Je voulais d'abord vous dire que j'étais d'accord avec énormément de choses que vous avez dites, et notamment sur l'accès. Ça me paraît extrêmement important et souvent très peu compris, cette affaire d'accès, puisque c'est une affaire compassionnelle, totalement charitable, la plupart du temps, qui ne prend pas du tout en compte la manière dont les pratiques de l'art peuvent ou non, non seulement, comme vous le dites, ne pas simplement appartenir à une classe, mais se fabriquer avec une population, c'est-à-dire dans un dialogue et non pas seulement dans un rapport de production et de consommation. Mais je voulais aussi vous dire que je n'étais pas d'accord avec vous sur autre chose. C'est lorsque vous parlez de la relation des pratiques artistiques aux politiques et que vous mettez en question les financements publics. Là, je pense qu'il y a une marge qui manque dans ce que vous dites historiquement, et notamment par rapport à l'histoire contemporaine du pays depuis la Libération. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été analysé par vous là et qui mériterait de l'être. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que vous oubliez quelque chose, me semble-t-il, dans la capacité d'invention de langage qui se trouve être la fonction première de l'art. C'est-à-dire, cette histoire de vérité et de mensonge n'est pas du tout suffisante pour parler d'art. Ce sont des catégories qui ne sont pas du tout suffisantes pour parler d'art. Il s'agit d'autre chose, et il s'agit parfois même, comme le disait Aragon, de mentir vrai, etc., etc. Et beaucoup d'autres poètes ont fait comprendre cette chose qui n'est ni de l'ordre de la vérité, ni de l'ordre du mensonge, mais bien plus de l'ordre de la fabrication du mythe, et donc d'un autre type de vérité qui produit de la puissance et qui produit éventuellement la possibilité d'une action. Donc là, je suis en désaccord avec vous. Je pense que c'est trop binaire ce que vous dites par rapport à cette fonction très spéciale et très difficile à expliquer justement avec notre langage raisonnable ou rationnel qui est donc porté par l'art. Il ne s'agit pas seulement d'euphémiser, il peut s'agir d'inventer, il peut s'agir de fabriquer quelque chose qui va devenir une vérité agissante. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, de fait, c'est des questions super importantes. Je vais répondre sur deux choses. La première, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Évidemment, sur le financement public, rien dans ce que je dis n'est pour la diminution des financements de la culture. Par contre, ce que je dis, c'est que il y a l'idée selon laquelle, quand quelque chose de l'ordre du financement culturel est attaqué, il y aurait une valeur intrinsèque de l'art et qu'il faudrait absolument le défendre, n'est pas suffisant pour moi. Voilà. Et d'autant que je pense, en l'occurrence, alors bien sûr, évidemment, comment vous dire, moi je suis dans une école d'art publique, je sais à quel point l'argent c'est important pour produire, je sais comment les artistes par exemple sont pas payés et que c'est une honte, les auteurs, enfin il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense qu'en plus, très très majoritairement, comme les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec moi, plus il y a d'argent, plus il y a de diversité, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Aussi, je constate, moi, dans pas mal de champs, que parfois le marché est plus audacieux que les institutions culturelles, ou que ce que veut le ministère ou les administrations, et que l'idée selon laquelle il y aurait une forme de destruction de la culture par le marché, quand il y aurait une forme de protection de l'avant-garde par l'État, me semble être aussi une narration un petit peu faible. Je prends par exemple l'exemple de Manet, dont parle Bourdieu. Bourdieu raconte que par rapport à l'art officiel qui était la peinture académique, donc financée évidemment par l'État, lorsque Manet décide de se couper de ce mode de production et donc il est rejeté par l'Académie, il ne sait plus très bien comment vivre et il trouve une solution, c'est de faire des tableaux petits pour pouvoir les vendre pour les salons des bourgeois. Et qu'en fait, la révolution impressionniste, l'une de ses conditions de possibilité, ça a été le développement d'un marché de l'art et le développement de collectionneurs de tableaux bourgeois de Manet. Tout ça pour complexifier, mais vous avez tout à fait raison, je ne m'oppose pas évidemment au financement public, évidemment. Si j'ai laissé entendre ça, je le retire évidemment. Alors la fonction de l'art, en fait, moi, je ne me situe pas tout à fait dans un point comme vous, mais qui est important, un point historique. C'est-à-dire que moi, je me situe dans un point plutôt utopique. C'est-à-dire que je ne vais pas ratifier ce que l'art est pour construire une théorie de l'art. Je vais construire une théorie politique pour essayer de produire d'autres types d'œuvres. Donc si vous me dites, par exemple, ce que je dis ne permet pas de comprendre l'art, tel qu'il a été fait,
pour moi, ça veut plutôt dire, alors il faut faire autrement de l'art, plutôt que de dire que ma théorie est fausse. Et ce que je veux dire, ma théorie, c'est plutôt une théorie du futur qu'une théorie de ce qui a existé. Après, le fait que, par exemple, l'art peut donner de l'énergie ou peut pousser à faire des choses ou peut avoir une fonction un peu différente de ce que je dis, c'est vrai. Je sais, par exemple, que Chantal Mouffe, elle raconte dans un de ses livres que je ne sais pas si c'est vrai, mais elle dit que la Révolution belge, par exemple, elle est née après un opéra. Qu'il y a eu un opéra qui était fait à l'opéra de Bruxelles, et qui était une espèce d'opéra comme ça, qui était un truc sur le roi, la misère, je sais pas quoi, avec des cœurs enflammés et tout. Les gens sont sortis de là complètement déchaînés, puis ils ont tout pété, quoi. Et ils ont pris le palais. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il peut peut-être avoir un côté entraînant, élégiaque, au-delà de la vérité du mensonge de l'art, qui est tout à fait vrai, et qui a une fonction politique de ce point de vue-là que je récuse pas du tout. Pas du tout. Alors je disais juste, est-ce que je sais plus? Je disais un truc, mais comme vous voulez. Je sais pas si je parle pas trop. Ça va? Je disais un truc sur la question de la. Non, mais c'est mieux comme ça, si on était pour là. Oui, ça peut attendre aussi. Alors moi, je suis pas mal bousculé par plein de choses que tu dis. Je suis super content de t'entendre ici. Moi, je suis compositeur, étudiant ici, et je suis aussi militant à Lutte ouvrière. Ce qui est un peu bizarre, mais pas tant que ça, parce que je suis pas le seul. J'ai une camarade compositrice aussi, donc on est deux, donc c'est encore plus bizarre. Mais alors, ce que tu décris du dilemme de l'artiste, d'être dans une société où c'est la bourgeoisie qui donne le ton, c'est elle qui décide de ce qui existe pas, et si c'est pas elle, c'est les institutions qui sont plus ou moins inféodées à elle. Voilà, ça me pose plein de problèmes. Moi, une manière que j'ai eue de continuer jusque là, ça va un peu, je pense, à l'encontre de ce que disait que l'art aurait pas de valeur intrinsèque. C'est de me dire plutôt, l'art, en fait, pour moi, c'est pas un moyen de changer la société. J'y crois pas du tout au coup de l'opéra belge. Enfin, vraiment. Ça me paraît pas possible, mais c'est une des raisons de se battre pour que la société elle change, quoi. C'est comme peut l'être la science d'ailleurs, comme peut être la connaissance. C'est une des raisons du fait que l'humanité est belle et que le monde est beau. C'est une raison d'y croire, quoi, d'y croire qu'on peut changer. Du coup, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai l'impression que tu dis. Et par ailleurs, ce que tu parles par rapport à l'obscurité ou l'antipédagogisme, ça me parle beaucoup. Moi, j'aspire à la lisibilité, à la clarté en musique. Ça, c'est des choses qui sont pour nous très parlantes et qui sont assez loin d'une certaine du monde de la création contemporaine. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as conscience que ce que tu dis à propos des institutions en général, sur les institutions de la musique contemporaine, tu es dans le mille, mais vraiment à fond, quoi. Bon, voilà. Alors, j'ai un petit mot sur l'art et la révolution. Il y a un très très beau texte d'Herbert Marcuse sur qu'est-ce que c'est que faire de l'art, pourquoi est-ce qu'on fait de l'art. Et Marcuse, il dit qu'au fond, les artistes, c'est des gens qui maintiennent l'idée d'un autre monde. C'est-à-dire, par exemple, ils vont produire, c'est une grande tradition de l'école de Francfort de dire ça, un monde plus harmonique, ou un monde où les valeurs capitalistes ne règnent pas, ou un monde utopique, ou d'autres types de représentations, ou d'autres types d'habitus, etc. Et donc, il y a dans la pratique artistique une certaine ambition révolutionnaire. Il y a un rapport entre l'art et la révolution dans le fait de produire quelque chose d'autre que ce qui est déjà dans le monde. Mais Marcuse va ajouter quelque chose qui pour moi est très important, c'est il va dire en fait un artiste, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a décidé de transposer sa pulsion révolutionnaire du réel à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a renoncé à faire la révolution, qui a dit je vais plus faire de grève, je vais plus faire de manifestations, je vais plus lancer des pierres sur les flics, je vais composer des tableaux, je vais faire de la musique, etc. C'est-à-dire qu'il y a à la racine de l'ambition artistique un deuil de l'ambition révolutionnaire.
C'est-à-dire que faire de l'art, dit Marcus, c'est ne pas faire la révolution. Quand je fais un art, quand je fais une pratique artistique, en fait, j'ai renoncé à la faire concrètement, mais je maintiens cette ambition dans le domaine de l'imaginaire et dans le domaine des pratiques fictionnelles ou des pratiques symboliques. Et d'une phrase très très belle, Marcuse, il dit par exemple une exposition d'art, de tableaux, c'est un cimetière. Il dit on va voir des tombes. On va voir la manière dont un artiste a géré le fait qu'il a renoncé à changer le monde. Voilà. C'est pour ça que les gens se taisent dans un musée. C'est pour ça, c'est le silence des cimetières. C'est pas le silence des églises. C'est beau ça comme idée, c'est très beau. Je pense que c'est très vrai. Et de fait, il y a un rapport entre le fait de renoncer à l'art et faire la révolution. Moi j'ai été très frappé par un documentaire très très beau de Jean-Gabriel Perrier sur la fraction Armée Rouge, sur Ulrike Meinhof, tout ça, qui s'appelle Une jeunesse allemande. Pour ceux qui l'ont pas vu, voyez-le. C'est un grand documentaire sur qu'est-ce que c'est que devenir terroriste ou disons activiste de gauche, dans lequel il montre. Et moi, je ne le savais pas avant de voir le film que pratiquement tous dans la fraction Armée Rouge, c'est une grande tradition de la gauche allemande qui a fait quelques attentats célèbres, notamment au siège de l'OTAN à Berlin pendant la guerre du Vietnam, où ils ont mis des bombes et en fait, de fait, pendant 2 jours, il n'y a pas eu de bombardement au Vietnam et ça a sauvé 70 000 vies, par exemple. Bon. Mais bon, il y a eu un soldat américain qui est mort. Ouais. Donc ça pose des problèmes aussi politiques importants. Bref, les gens de la fraction Armée Rouge, ils étaient tous artistes. Ils étaient tous dans la première école des beaux-arts à Berlin après la guerre, ou dans l'école de cinéma qui avait été créée pour faire un cinéma allemand. Et ils ont commencé à faire du cinéma conceptuel, à dire on va faire du cinéma un peu à la Marcuse, du cinéma comme ça, où on va faire de l'utopie et tout. Et puis, ils étaient comme vous, ils étaient militants révolutionnaires, et donc ils se disaient, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? On fait ça pour les étudiants et tout. Donc ils se sont mis à faire des documents sociaux. Ils se sont mis à faire des documents sur les conditions de travail à l'usine, à faire parler des employés, à filmer ce qui se passait dans le capitalisme, etc. À les projeter. Et puis même ça, ils se sont dit, mais en fond, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc après, ils se sont mis à prendre les armes et à renoncer à filmer et à faire ce qu'ils appelaient en fait la révolution. Donc là, il y a eu un moment où on voit dans l'histoire des gens qui sont passés, comme vous, d'une tension entre pratique artistique et ambition révolutionnaire, et qui à un moment se sont dit, alors si jamais c'est comme ça, on renonce à l'art. Donc ça, le Marcus qui dit que faire de l'art, c'est faire le deuil de la révolution, et la façon Armée Rouge qui nous dit, faire la révolution, c'est faire le deuil de l'art, je pense que c'est des éléments importants à prendre en compte. Voilà. Alors, je ne condamne pas le plaisir. C'est-à-dire, on a le droit de vivre, tu vois. On a le droit de vivre. Moi, j'aime bien, comme tout le monde, aller au cinéma, rigoler, pleurer. Je vais à l'opéra, je vais voir des Verdi à l'opéra. Voilà, je ne suis pas toujours dans la rue et tout. Donc, on a le droit de vivre. La question que je poserais plutôt, c'est ne pas vivre sa vie avec des mythes. Et ne pas croire qu'on fait quelque chose qu'on ne fait pas. Ou ne pas faire des choses en faisant croire qu'on fait autre chose que ce qu'on fait. Voilà. Bonjour. Ok. En fait, je suis assez interpellée par ce que je viens d'entendre, puisque finalement, je pense que le contexte dans lequel là on se situe, donc c'est-à-dire l'art qui finalement se substituerait à une véritable lutte, ou en tout cas par un véritable engagement ou une volonté de changement, une volonté révolutionnaire, c'est peut-être dans un contexte, en tout cas, européen, j'en sais rien, occidental, même si j'aime pas ce terme. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de quelque chose que je connais très bien, qui est plutôt bien, qui est le Moyen-Orient en fait, donc le Liban et la Palestine principalement. Là-bas, en fait, c'est là-bas que moi j'ai eu envie de commencer à faire de l'art, en tout cas d'en faire ma discipline principale. Parce que j'ai rencontré des gens en fait qui étaient plus qu'engagés, c'est-à-dire que c'était des gens qui luttaient chaque jour, principalement en Palestine en tout cas, où effectivement les artistes sont très présents et c'est aussi un moyen de survie là-bas. Je ne vais pas ramener sur la table l'histoire du conflit israélo-palestinien, c'est pas le sujet, mais simplement ces artistes-là, en fait, parce qu'ils se retrouvent face à une impasse en termes politiques, donc une impasse quant aux partis dans lesquels ils pourraient effectivement être pour
combattre ou en tout cas qui sont juste fatigués des affrontements politiques, en fait, des divisions qu'il y a même au sein de leur pays. C'est pareil pour le Liban. Et ben, effectivement, ça va être des personnes qui vont pouvoir choisir de s'exprimer, mais tout naturellement par l'art. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Larissa Sansour, c'est une réalisatrice effectivement palestinienne qui, elle, a décidé de... elle a compris, elle a cerné un petit peu ce qui se passait politiquement. En tout cas, elle a décidé qu'elle ne pourrait être représentée par aucun parti... ni aucune frange palestinienne. Donc elle a commencé à faire de la fiction, elle a commencé à faire par exemple, elle est vidéaste en fait et plasticienne, elle était à l'université de Bezalel à Jérusalem, c'est là-bas qu'elle a fait son cursus, donc en fait elle a décidé de traiter le sujet, en tout cas de s'exprimer et de trouver des solutions aux problèmes actuels à travers justement à travers par exemple la céramique, à travers des films et des vidéos. Donc c'est très futuriste, mais justement, elle ne le fait pas non plus par le documentaire parce qu'elle ne veut pas contribuer à cette vision misérabiliste et journalistique. Elle s'oppose justement à tout ça. Elle pense à après. Et justement, elle passe par une vision un peu futuriste pour... Désolée, je suis super longue. Mais j'ai bientôt fini. Pour justement... s'exprimer, et je pense que son art est extrêmement politique et voilà, et pourtant c'est pas explicite, elle est pas là à brandir des kéfiettes partout, mais donc, et cette personne là je pense que c'est un exemple, en tout cas pour moi, c'est qui viendrait un peu contredire en tout cas ce que je viens d'entendre. Voilà, j'aimerais bien t'entendre à ce sujet. Non, mais c'est une question de fait très importante, qu'il y ait une dimension occidentalo-centrée dans ce que je dis, c'est vrai. Je pense qu'il est vrai que dans d'autres types de situations, soit de guerre, soit d'agencement tout simplement des savoirs et des pratiques, on va pouvoir comprendre une théorie, une pratique de l'art très très différente. Moi par exemple, il y a un intellectuel sénégalais que j'aime beaucoup qui est Felwine Sarr, qui est historien mais qui est aussi musicien, qui fait des chansons, qui compose de la musique et qui l'inscrit dans un dispositif politique très très différent, et dans ces cas-là, ça obéit à des structures très très différentes de la manière dont la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne ou les États-Unis ont codé tout ça. Évidemment en Palestine par exemple, moi je penserais à Darwish, la manière dont la poésie de Darwish a pu être un opérateur clé de la production d'un peuple palestinien me semble évidemment très important, donc je comprends très très bien. Après, la deuxième partie, je dois dire la vérité, la deuxième partie sur elle fait des poteries et elle est dans l'imaginaire, tout ça, moi là je suis un peu plus dubitatif, et je pense que là il y aurait peut-être une dimension de classe qu'il faudrait prendre en compte. Alors je dis juste un petit mot parce que la question israélienne et palestinienne elle est très importante. Quand on a parlé du fait qu'on est tous engagés, il est évident que par exemple une des questions qui s'est posée à tous les artistes et qui se pose à tous les artistes et qui montre que c'est indépendant même des contenus ou de la musique, c'est la question du boycott d'Israël par exemple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problématique de l'art qui ne soit pas nécessairement connecté à des dispositifs, et donc que tout artiste est engagé s'il ne se pose pas la question des dispositifs. Bon, par exemple, on sait que Daniel Barenboim, que moi j'admire beaucoup, est très très engagé sur la question palestinienne, a toujours soutenu BDS, donc le boycott d'Israël, même s'il y va parfois, parce qu'il dit qu'il ne faut pas confondre de boycotter l'État et boycotter un territoire et des gens, sinon ça ratifie l'idée que les gens sont propriétaires de l'État. Donc il y a une critique assez belle d'ailleurs de l'idée de boycott, mais en tout cas, en tant qu'artistes tous, vous pouvez être un jour soumis à une invitation à Jérusalem, à Tel Aviv. Voilà. Là, c'est une question de confrontation politique avec la question est-ce qu'on boycotte Israël ou pas, et personne ne peut y échapper. C'est en ce sens qu'il n'y a pas d'art sans institutions et dispositifs, et que donc il n'y a pas d'art qui ne doit pas mettre en question les dispositifs de l'art. Sur ces questions-là. Et je dis une deuxième chose parce que je pense que c'est important. On a parlé de la révolution avec le camarade de la lutte ouvrière. Je pense qu'il ne faut pas penser que je dis des choses du genre révolution par révolution. Moi, je ne suis pas du tout révolutionnaire. Je ne me suis jamais défini comme révolutionnaire. Je pense que l'idée d'une révolution est une idée mythologique qui nous empêche d'agir sur les luttes singulières qui existent dans le monde. Je crois à la pluralité des pouvoirs et des systèmes de pouvoir. Donc je crois que les luttes, elles sont spécifiques et elles doivent être menées comme telles. On peut très bien mener une lutte progressiste dans un domaine et puis pas changer le reste du monde. Par exemple, moi je me souviens très très bien d'un entretien que Benjamin Millepied avait fait à propos du Ballet de Paris, où il disait que c'était étonné qu'il n'y ait pas de noirs, il n'y a pas de danseurs noirs quand il était arrivé, et il avait dit que quelqu'un lui avait dit de l'administration, mais c'est parce qu'un corps noir, ça divertit le regard. Ça empêche de voir le ballet, etc. Ça fait que les gens ils sont troublés dans leur... On a dit ça, hein.
Il y a des racistes comme ça. Bon. La question de la représentation et de la présence de danseurs noirs, par exemple, dans l'Opéra de Paris, dans le ballet, des femmes chefs d'orchestre, par exemple, des musiciens, des violonistes, enfin toutes ces questions-là, c'est des luttes singulières et spécifiques qui sont en tant que telles des questions politiques. Des questions, par exemple, voilà, les étudiants, vous êtes tous visiblement très blancs ici, donc il n'y a pas forcément de dispositif de faire venir des gens arabes, des gens noirs, des kabyles, des asiatiques dans la pratique musicale. Et ces questions-là, elles sont consubstantielles à votre existence comme artiste. C'est-à-dire que le fait d'être produit comme diplômé de cette école, ça veut dire que vous êtes diplômé d'un système qui organise l'exclusion d'un certain nombre de gens de l'accès à ces positions. Et que donc, si on ne les met pas en question, on est un peu complice de l'absence de femmes, de noirs, d'arabes dans le domaine musical ou culturel ou artistique ou de la danse. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité à mettre en question ça. Voilà. Ouais, il y a une question là-bas. Il y a une question. Le micro. Merci Mylène. Là-bas, à Laurent, côté de la lampe. En fait, j'ai plusieurs questions et remarques. La première, donc j'ai pas lu Penser dans un monde mauvais. La première question, c'est est-ce que vous connaissez les écrits de Steven Pinker et Hans Rosling qui montrent que le monde est certes mauvais, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur la diminution de la violence, sur l'augmentation de l'accès à la culture, du niveau de vie, etc., qui montrent que finalement la question s'est toujours posée et qu'elle se pose finalement de moins en moins avec le temps, même si évidemment il y a des drames. Toujours. Ensuite, ça rejoint plus ce que vous disiez là par rapport à l'accessibilité, puisque vous inscrivez la question de l'accès à la culture par rapport à une perspective de lutte des classes, voire une perspective racialiste. Alors sachez que moi je suis compositeur. Quand je compose, j'essaie de m'adresser un peu à l'universel humain et c'est un peu ce qu'on essaie de faire tous ici. C'est-à-dire que évidemment on compose pas pour l'Opéra de Paris, nous on aimerait bien, mais on peut pas forcément. On compose plutôt pour des petites troupes qui vont un jour dans le 16e arrondissement, un jour à Bobigny, et forcément quand on compose, on sait par rapport à qui va être le public, et forcément on pense plus par rapport à une perspective donc universaliste, dont on est quand même les enfants, et qui, comme vous le voyez à ma figure, n'est pas le propre de la race blanche des classes moyennes ou autres, comme vous avez pu l'affirmer. Enfin, par rapport au conservatoire et à son public et à l'exclusion, sachez qu'ici on est sélectionné sur un concours d'entrée qui est souvent anonyme. Si vous revenez un jour pendant les cours, vous verrez à quel point il y a une diversité culturelle et ethnique que vous ne soupçonnez pas, et c'est pas parce que le public de Geoffroy de la Gannerie est essentiellement blanc que c'est pareil au conservatoire. Voilà. J'avais une dernière petite remarque, mais qui est peut-être. Je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un, je reprendrai la parole plus tard. Il y a du son ? Oui. Moi, juste Laurent, merci de ta remarque. Moi, je ne suis pas d'accord sur la perception de la diversité du public des conservatoires. Comme quoi, c'est peut-être subjectif. Très bien. Je vais répondre de manière simple, c'est que moi, je récuse la validité des discours qui disent que tout va bien. Donc l'art est universel, il y a de la diversité au conservatoire, et le monde n'est pas mauvais. Voilà, si vous êtes content du monde tel qu'il est, vivez dans le monde tel qu'il est, profitez des avantages que ça vous donne, mais vous êtes complice des gens qui meurent dans la rue, des gens qui sont dans la Méditerranée, du meurtre d'Adama Traoré. Moi, je pense que le monde est mauvais structurellement, consubstantiellement. Je pense même, comme le dit Bourdieu de façon très puissante, que le monde ne cesse de réinventer des mécanismes d'oppression quand il en allège certains. Donc, par exemple, quand on allège l'oppression économique, on va recréer de l'oppression culturelle, et qu'il y a des transformations des manières de gérer les distances et les oppressions de classe, de race, de genre, de sexualité. Je rappelle par exemple, quand même, il est important de le dire, qu'aux États-Unis ou en France, pas en France, en Angleterre, un certain nombre de pays, aujourd'hui l'espérance de vie baisse. Pour les ouvriers et les fractions précarisées des catégories populaires. Donc ce monde va plutôt plus mal pour eux, et que de ce point de vue-là, la question elle est assez simple. La question c'est la position qu'on adopte comme personne humaine. Est-ce qu'on est une personne humaine ? Et moi je crois que se constituer comme une personne humaine, c'est se constituer en rapport avec la négativité du monde. Voilà, c'est-à-dire que les choses ne vont pas, les identifier et lutter contre. Et qu'une personne qui à l'inverse part de la bonté du monde, ne se constitue pas comme une personne humaine éthique. Voilà.
passer le micro. Pardon. Comme ça, on a tout dans l'enregistrement. N'hésitez pas à lever la main un peu plus tôt, comme ça on fera circuler le micro. Alors, oui, bon, c'est bon, oui, bonsoir, oui. Déjà, j'ai trouvé ça très bien, le fait de parler d'habitus par rapport à l'accès à l'opéra ou quoi que ce soit, et que tout le monde n'est pas forcément adapté à ce mode de fonctionnement. Seulement, j'ai un problème par rapport au... Quoi ? Oui, ok. J'ai un problème par rapport au... Quand vous dites bourgeois, c'est-à-dire que, enfin moi, ce que je vis, en tout cas, par rapport aux bourgeois, il y a très peu de personnes que je connais qui vont à l'opéra ou à la Philharmonie, et ils écoutent tous... Enfin, ils sont pas du tout concernés par l'art, et ils s'en foutent un peu. Quand ils mettent de la musique, ils parlent au-dessus. Et ils vont pas au musée, ils font pas du tout ça. Et pour moi, en fait, la culture du bourgeois, comme vous dites, n'existe pas forcément. Et en fait, c'est plus, par rapport à ce que je vis, c'est plus des gens passionnés qui vont à l'opéra ou à la Philharmonie. Et enfin voilà, c'est juste pour voir ce que vous pouvez répondre par rapport à ça. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une catégorie trop abstraite et trop grossière pour être valide. Vous trouverez toujours des exceptions, de toute façon, des catégories dominantes qui n'aiment pas la culture et des catégories dominées qui aiment la culture. Et tout ça est tout à fait certain. Par exemple, dans la distinction, Bourdieu va vous dire que voilà, la classe dominante est une classe clivée entre ceux qui ont un capital culturel et ceux qui ont un capital économique. Voilà. Et que ceux qui ont un capital économique, ça les éloigne plutôt de la culture. Donc ça va être les banquiers, les avocats d'affaires, etc. Et puis vous avez ceux qui ont beaucoup de capital culturel, qui sont souvent pas très dotés en capital économique, les profs par exemple, les intellectuels, les artistes, qui vont fréquenter la culture, mais qui vont souvent se définir contre la bourgeoisie économique, justement. Donc en fait, la bourgeoisie est une classe en guerre entre deux fractions d'elle-même, et vous avez raison qu'il faut affiner absolument les catégories. Alors vous n'avez pas de la passion pour l'art. La passion, c'est ce qu'il faut expliquer. C'est jamais explicatif. On n'explique jamais une pratique par le goût de la pratique. En fait, c'est le goût, c'est la pratique qui développe le goût pour la pratique. C'est-à-dire que plus on est reconnu, ou plus on aime l'art, plus on s'y intéresse, donc plus on l'aime, donc plus on s'intéresse, etc. Et donc la passion est un effet de la socialisation dans les institutions culturelles et pas une cause. Et on ne peut jamais expliquer une pratique par son goût. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a, par exemple, dans Retour à Reims, Didier Ribon raconte que les enfants des catégories populaires, quand ils s'excluent du système scolaire, notamment les garçons, ils vont dire l'école, ça ne me plaît pas. Ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose. Mais ça, c'est une question que se posent assez peu les garçons qui vivent dans les milieux des catégories dominantes, qui sont à Henri IV ou à Louis-le-Grand. Et eux, ils vont plutôt être dans l'école ou même aimer l'école. Et donc, en fait, le goût subjectif est un effet des déterminations sociales à aimer, donc à être exclu ou à être élu. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'il y a un, comment dire, le fait qu'il y a un effet auto-alimentant dans une pratique culturelle et que la passion, elle s'auto-entretient. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est très très dur d'abolir les frontières. Parce que qu'est-ce que c'est que créer une passion chez les gens ? C'est quelque chose de très compliqué. Mais voilà, je réponds sur ça. Je réponds que la passion n'est jamais causale. La passion, c'est ce qu'il faut expliquer et qu'elle s'explique par la fréquentation de la culture. Je pense que ça prolonge un peu ce que vous venez de dire. La question que je me pose, c'est concernant l'exclusion, puisque j'ai l'intuition que finalement tout groupe humain cherche à se reconnaître en excluant les autres. Et dans le monde d'aujourd'hui, la question ce serait de savoir si c'est problématique que certaines partie de la culture exclut d'autres pans de la société. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas, hein, mais en tout cas, c'est la question que j'ai envie de soulever, parce que finalement, la culture populaire aussi exclut d'autres groupes au sein même de la culture populaire elle-même. Il suffit de voir les différentes esthétiques, ne serait-ce qu'en musique, voir les différents codes vestimentaires, culturels qu'il y a autour des pratiques. Finalement, est-ce un problème si les institutions culturelles créent une culture qui est excluante, puisque de toute façon, c'est aussi le cas dans l'autre sens, c'est un peu le... Voilà. Quel est votre avis sur la question ? C'est très important. Je vais vous répondre par un débat qui a été très important dans le mouvement noir américain, qui était la musique.
dans les années, il y a eu Harlem Renaissance, il y a eu beaucoup de clubs de musique noire, et puis dans les années 50, où donc des Noirs jouaient du jazz, chantaient dans des clubs, souvent à la périphérie de Manhattan, et où les Blancs venaient danser le week-end. Donc ça donnait des revenus, ça donnait de l'existence, je sais pas comment dire, ça créait de la vie. Et puis, quand un mouvement noir un peu radical est apparu, notamment comme le Black Panther Party, il y a eu des questions sur est-ce que les Noirs doivent faire danser les Blancs ? Est-ce que dans un système de ségrégation raciale, où les Blancs ont tous ces privilèges fondés sur l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation donc, qui existait encore dans les États du Sud et puis qui existe de fait de façon déniée dans les États du Nord, est-ce qu'un Noir peut être payé pour faire danser un Blanc ? Ça a été des questions très tendues, ça, entre des compositeurs, des jazzistes, des saxophonistes, des percussionnistes. Est-ce qu'on joue pour un public que noir ? Alors, ça a été des questions. Il y a des clubs qui ont décidé de fermer pour les Blancs. Il y a des clubs qui ont essayé de faire une musique où les Blancs ne pourraient pas danser dessus parce qu'ils ne connaissent pas le rythme ou parce que ça les surprendrait. Il y a des gens qui ont dit moi je vais faire de la musique pour agresser les Blancs, pour qu'ils se sentent mal quand ils rentrent chez eux, etc. Je vais dire des mots, ils vont se sentir mal. Bon, mais c'est des questions importantes, ça. Donc, c'était créé. Alors, ça enregistre plus, ça marche là ? Ça crée un dispositif que vous pouvez appeler d'exclusion. C'était fondé sur le fait qu'il y avait un problème dans le fait que les Blancs viennent se divertir avec la musique des Noirs en les persécutant par ailleurs. D'ailleurs, c'était sans doute pas les mêmes. Dans ces cas-là, moi je pense que le problème n'est pas l'exclusion, le problème c'est la structure de domination. C'est comme le racisme anti-blanc. Et ça, c'est un truc très important, c'est que en politique ou en théorie sociale, on utilise souvent les mêmes mots pour des choses qui s'inscrivent dans des contextes différents et qui prennent des formes différentes. Si jamais vous produisez une exclusion pour lutter contre une structure de domination ou pour l'interroger, c'est pas du tout la même chose que de produire une exclusion pour reproduire une structure de domination. C'est même l'inverse, en fait. Et donc, je vous dirais que, si par exemple le rap, moi, j'en écoute pratiquement pas, à part NTM, Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, que j'écoute à peu près 2 fois par jour. Mais à part ça, j'en écoute pas du tout, quoi. C'est pas du tout une musique que j'aime et que je connais. Bon, je peux dire que je suis exclu. Mais bon, la structure de domination qui s'exerce sur moi par les rappeurs au public de rap, elle est égale à 0. D'accord ? Donc, c'est une exclusion innocente. Sans force sociale. À l'inverse, je finis juste, mais la pratique scolaire, le fait d'avoir un habitus comme je l'ai, le fait de publier des livres, ça exerce des effets de domination réels qui créent des inégalités dans les accès aux biens hiérarchisés, c'est-à-dire à l'argent, à la culture. Et de ce point de vue-là, c'est des exclusions de pouvoir, et donc elles ont une forme très différente, en fait, et celles-là, elles doivent être interrogées. Donc l'autonomie, c'est pas la même chose que l'exclusion sociale et la domination. Oui, bonsoir. Ouais, moi, je voulais revenir sur la Révolution, si vous voulez bien. J'ai l'impression qu'il y avait un truc hyper archaïque sur la Révolution, comme le Grand Soir, et d'imaginer la Révolution qui est plus comme des espaces, et plutôt là, je pense à Deleuze, sur des espaces rhizomiques, et qu'en fait, là, il y a des espaces révolutionnaires, mais il n'y a pas de révolution. Alors, qu'est-ce que c'est la place de l'art là-dedans ? C'est qu'il y a juste un rapport de désir et il y a un imaginaire à recoloniser ou à aller ailleurs. Donc voilà, sur redéfinir un peu tout ça, parce que dire dès qu'on fait de l'art, on tue la révolution, je pense que c'est une connerie énorme et c'est peut-être même l'inverse. C'est grâce à l'art qu'on arrive à recréer des désirs. Et je voulais évoquer quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, John Jordan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc qui a cette intuition qui est évidente, mais les militants, ils n'ont pas d'idée. Par contre, ils ont un rapport à vivre intéressant, et par contre, les artistes, eux, ont des idées, mais justement sont des fois pas en concordance avec ce qu'ils pensent, et qu'on pourrait avoir de l'action directe, festive ou ce genre de choses. Voilà, merci. Oui, alors en fait, la citation sur l'art, c'est pas faire la révolution, c'était Marcuse, c'était pas moi. Donc, c'est pas moi. Même si je pourrais le dire, en fait. Mais, en fait, vous posez une question très importante et qui revient un peu à ce que je voulais dire sur la... Comme j'ai dit, moi, je crois pas à la révolution.
Je ne crois pas à l'idée selon laquelle il y aurait un centre du pouvoir qu'on pourrait détruire et qui ferait basculer l'ensemble de la société. Je crois que la société elle est incohérente, qu'elle est chaotique, qu'elle est hétérogène et que quand on adresse un système de pouvoir, on n'en adresse pas d'autres et qu'il faut penser la politique de manière locale et spécifique. Ça, c'est quelque chose pour moi très important et c'est en ce sens que je ne suis pas un révolutionnaire. Je me définis comme radical mais pas comme révolutionnaire. La question que vous posez pour moi, elle est un peu différente. Je l'interprète dans mon système un peu différemment, qui est quel rapport on entretient au centre et aux institutions. Et est-ce que en fait on produit du changement social par la conquête des institutions centrales ou par la production d'une contre-culture ou par la production d'espaces, de contre-espaces, de contre-publics, de formes un peu plus alternatives, etc. Qui est un grand problème dans la théorie politique générale et dans la pratique, c'est en gros quel rapport on entretient au centre et aux institutions dominantes. Est-ce qu'on s'en exclut? Est-ce qu'on les colonise, comme vous dites? Est-ce qu'on fait à côté, donc on fait exister un autre langage qui doit porter quelque chose? Bon, ça, je pense que c'est une question très importante. Moi, je pense... Je donne pas de... Là, je le dis de façon provisoire et spéculative. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que ce soit vu comme étant une pensée définitive de ma part. Je comprends très bien l'aspiration à une forme de contre-culture, de contre-public, de marginalité, etc. Mais je dis deux choses. La première, c'est que je pense que d'abord, si on revient pas sur l'action du public, mais l'action de l'artiste, le gros risque, ça revient aussi sur notre ami, le gros risque sur la radicalité, c'est la paralysie. Ça, c'est l'un des problèmes principaux dans la politique radicale ou dans la théorie littéraire ou artistique radicale, c'est qu'une fois qu'on est très conscient du monde, on se sent toujours un peu paralysé. On se dit à quoi ça sert, est-ce que je fais ça, mais lui, il est collabo avec lui. Mais, par exemple, moi je dis boulot, je publie chez Fayard, qui était longtemps possédé par un marchand d'armes. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand je publie chez Fayard, j'amène de l'argent à un marchand d'armes. Bon, c'est compliqué. Donc on est toujours comme ça dans la vie. Donc il y a une tentation dans la politique radicale qui est de s'exclure, qui est de dire alors je renonce à toute participation, à toute collaboration avec les institutions parce qu'elles sont mauvaises et complices, etc. Ça pose un gros problème qui est le rapport entre radicalité, pureté et impuissance, ou radicalité, pureté et paralysie. Alors moi sur ça j'ai une théorie double qui est que on sort jamais des systèmes de pouvoir, on ne peut jamais être pur, et qu'il faut développer un usage cynique des pouvoirs, c'est-à-dire utiliser les pouvoirs contre les pouvoirs. Les utiliser dans un but à soi et maîtriser. Je prends souvent l'exemple par exemple de Fernand Braudel qui a créé l'école pratique des hautes études en 1954 à Paris et qui l'a fait en utilisant deux choses qui étaient le pouvoir de la Fondation Marshall qui reconstruisait, enfin qui donnait un plan de reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale et son pouvoir académique. Et Braudel, il a créé ça en disant parfois au ministère, moi je m'en fous de vous parce que j'ai de l'argent. Donc il utilisait l'argent contre le ministère. Et après il allait voir Marshall, il disait mais moi je fais ce que je veux, je suis universitaire, j'ai le soutien du ministère contre vous, donc vous obéissez à ce que je veux, etc. Et donc c'est en utilisant et le pouvoir académique et le pouvoir financier qu'il a réussi à créer une institution totalement différente qui a fait que Bourdieu, Derrida, Barthes ont eu des postes sans thèse très très tôt, Braudel, et qui a été une grande institution de savoir jusqu'aux années 80. Donc l'idée selon laquelle on est peut-être plus efficace en utilisant cyniquement les pouvoirs qu'en s'en excluant. Ça c'est une chose importante pour moi, parce que je pense que la marginalité n'est pas alternative, mais qu'elle est constitutive du fonctionnement du pouvoir. En gros, l'idée que je voudrais défendre, ou que je pourrais être amené à défendre, c'est que la production d'un écart dans le monde entre un art qui a accès, par exemple, aux institutions officielles, à Beaubourg, à l'Opéra, et un art qui se développe de façon alternative dans d'autres types de lieux, c'est ça le système. C'est l'organisation du fait que les pratiques alternatives sont à Bobigny et les pratiques officielles sont à l'Opéra de Paris. Donc si jamais on ratifie ce système-là, c'est là qu'on pense la différence entre critique et oppositionnel. On peut faire un art qui est critique, mais qui est quand même pris dans le système qui organise qui est marginal et qui est central. Et que par conséquent, peut-être que amener ce qui était vu comme marginal au centre est beaucoup plus déstabilisateur pour le pouvoir que de ratifier qui est marginal, qui se définit comme contre-culture et qui se définit comme culture. Donc ça, c'est une question que j'adresse à tout le monde et politiquement, spéculativement. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis qu'en tout cas, c'est une piste, à mon avis, importante de réflexion. Oui, je voulais justement aborder la question de l'alternativité, parce qu'il me semblait que depuis le début, enfin en tout cas la question que je me pose depuis le début du débat, c'est de quels artistes tu parles, de quel art, de quelle culture. Il me semble que c'est de culture officielle toujours, et je crois que tu enseignes à Cergy, donc est-ce que tu parles des étudiants de Cergy et des artistes qui éventuellement de leur production qu'ils auront.
il me semble que ça oublie effectivement, mais là tu viens d'aborder la question, et que ça ignore beaucoup d'artistes et de collectifs qui s'engagent dans des questions artistiques qui croisent avec le politique, l'anthropologie de manière très terrain, en re-questionnant leurs pratiques en permanence sur des expérimentations sociales, sur de l'action directe. Et je pense par exemple au groupe Pérou, que tu connais peut-être, voilà, qui sont des collectifs qui ont plusieurs angles d'approche, à la fois artistiques, sociologiques, anthropologiques. Voilà, et d'autres collectifs autogérés qui sont très organisés et qui ont des pratiques, je ne sais pas si elles sont révolutionnaires, mais en tout cas qui font bouger les lignes, moi il me semble, de manière tangible, en provoquant des questionnements, en engageant voilà, par des actions de tout poil, courageuses et bien terrain en fait, qui se confrontent à la réalité des choses, qui sont pas du tout, enfin, qui sont dans la vie, quoi, qui sont dans la réalité des choses et c'est leur matière première. Je suis d'accord. Hein. En fait, moi j'ai un biais, c'est que je parle toujours de ce qui ne va pas. Donc je parle pas des choses bien qui se font. Et donc oui, je suis d'accord. Je sais pas quoi dire d'autre. Une dernière question. Ouais, dernière. Peut-être on fait une dernière question et puis après on boira un coup, ça permettra de discuter de manière plus informelle. Là-bas vers le poteau, si le micro il peut circuler. C'est... Merci. Oui, du coup, moi je trouve très intéressante la dernière précision qui a été donnée sur effectivement, enfin, disons la capacité de subversion du coup de l'artiste qui s'inscrit dans la culture dominante. Et d'ailleurs, finalement, c'est assez proche de Marcuse, un autre concept qui est celui de l'homme unidimensionnel et donc du grand refus. Et là, l'artiste a tout à fait sa place dans la culture dominante, dans la volonté d'insuffler à nouveau un esprit critique. Et je pense que là, il y a une vraie responsabilité. Mais du coup, la question subséquente, il me semble, c'est jusqu'où l'artiste qui, du coup, choisit la subversion, et donc de transformer le monde de l'intérieur, doit reproduire les codes de la domination. Parce que finalement, lui aussi va avoir va reproduire une violence sociale, en fait, en s'inscrivant là-dedans, il me semble. Absolument. Alors, pardon. Juste, j'aurais un complément un peu à la question. C'est peut-être, comment toi tu te débrouilles avec cette posture de subversion et d'engagement dans les luttes, et voilà. Enfin... Ouais, bah, je pense que la dernière question est très importante parce que c'est ce dont, enfin, elle renvoie à une question qui, je pense qu'on se pose tous, c'est la question d'une aspiration à une certaine forme de pureté, de non-collaboration, et qui est en fait un impossible. C'est-à-dire qu'en fait, si on aspire à ne pas exercer de domination, on aspire à se dissoudre. Voilà. Toute personne qui vit active des dispositifs, et ces dispositifs, ils exercent des effets de domination. Si tu fais un opéra, si vous faites un opéra, bon, il y aura forcément quelque chose de l'ordre qui sera capté par des appareils qui produiront des effets de domination. Donc ça, je pense que c'est très important de renoncer à l'idée qu'on va pas... c'est pour ça que je dis que je ne suis pas révolutionnaire, c'est que je ne pense pas à la possibilité d'une totalité, à une œuvre pure qui serait exempte de toute collaboration. Mais je pense qu'on peut déstabiliser certains systèmes de pouvoir tout en, évidemment, en maintenant d'autres. Mais en même temps, il y a certains systèmes qui sont... Enfin, comment dire, pour le dire de manière peut-être un petit peu différente, on ne peut jamais s'en exempter, ça ne doit jamais être une excuse pour ne pas le faire. Et en tout cas, la question qu'il faut toujours se poser quand on crée à la base, c'est d'être conscient de ça. C'est-à-dire d'être conscient des limites et de savoir quel type d'effets on va produire et de les maîtriser en quelque sorte. Je pense que par exemple, ce dont j'ai parlé, la question d'intégrer dans la production même la question du public qu'on vise et de ne pas produire des effets excluants, je pense que c'est vraiment une question qu'on ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui quand on fait de l'art contemporain ou quand on fait de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on va changer le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais ça veut dire qu'il va exister quelque chose qui pourrait être repris par quelqu'un, qui pourrait être repris par quelqu'un, qui pourrait être repris par quelque chose. Je pense qu'il y a une très belle thèse de Schiller, qui est la thèse qui est contre la mienne, mais que j'aime bien, qui dit qu'il ne faut jamais penser les effets poétiques de l'art de manière directe, c'est-à-dire en gros une œuvre change le monde, mais qu'il faut penser en termes de médiation.
Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire, en gros, un artiste, il produit on l'a vu, par exemple, il y a eu des accords entre Boulez, Barraquet et Foucault, par exemple, sur le moment du formalisme, etc. Par exemple, l'idée qu'une œuvre d'art, elle produit quelque chose chez quelqu'un, qui va produire un roman, qui va être lu par un théoricien, qui va être lu par un militant, qui va faire quelque chose. Tu vois ? Bah, ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, forcément avec une symphonie faire la révolution. Mais si dans quelque chose qui se passe, il y a un dispositif qui se met en place, il y a un collaborateur de ministre qui vient l'écouter, ça lui donne une idée, il se met à lire un livre et il se met à faire une réforme, bah ça peut marcher aussi comme ça. Et donc il faut aussi penser, ça aussi c'est assez deleuzien, il faut penser en termes d'adresse et de gens qui s'entraident. En France, tu parles des alliances, comme dit Assa Traoré, d'alliances. Voilà, faire de l'art, c'est créer des possibilités qu'il y ait des alliances entre déjà pour produire des transformations. Et donc ce qui nuancerait beaucoup mon propos, c'est ça que je le sors qu'à la fin, mais qui est important quand même, parce que ça ne doit pas être un mythe pour les artistes pour continuer comme si de rien n'était, mais c'est de se dire, l'effet il n'est jamais direct, comme d'un livre. Mes livres, ils n'ont pas d'effet direct, ils ont des effets par des chaînes d'intermédiation. Ça se produit quand même par des chaînes d'intermédiation, de médiation, d'où l'importance du journalisme. D'où l'importance des médias pour transmettre les choses. Et que l'effet de l'art, de ce point de vue-là, il doit être pensé, à mon avis, en termes de cycle, beaucoup plus qu'en termes de frontalité. Voilà. On finit comme ça ? Eh ben, merci beaucoup.